Bonjour à tous. Il s'agira dans ce cycle de conférences de scruter la politique et la culture française à l'aune de l'action des cardinaux ministres. On étudiera les spécificités du régime politique mis en place par les premiers Bourbons, les rapports entre politique et religion, la question de l'ordre et du désordre, le choix de la guerre à l'époque de la guerre de 30 ans, les questions culturelles et artistiques enfin. À partir de 1624, date de l'entrée de Richelieu au Conseil royal, et jusqu'en 1661, à la mort de Mazarin, on observe une assez grande continuité dans l'organisation du pouvoir central et le mécanisme de prise de décision. Cette période fut dominée par la figure d'un principal ministre. On verra que ces années cardinales sont bien celles de la fondation de l'absolutisme, assortie d'une construction théorique et idéologique puissante. Il convient de souligner la forte unité de ce premier XVIIe siècle, en particulier à partir des années 1630. La guerre fut pratiquement continue jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. À l'extérieur, la politique des Bourbons est marquée par la volonté de briser l'étau dans lequel les Habsbourg enserrent la France. De ce fait, la guerre est au centre de la construction de l'État moderne. Elle fut le ferment et l'agent le plus puissant du renforcement de l'autorité incarnée par un roi chef de guerre. Surtout, la guerre a été un instrument de justification de la mise en place à l'intérieur du royaume de moyens extraordinaires. Le poids de l'impôt, fortement alourdi après l'entrée de la France dans la guerre et le fameux tour de vis fiscal de Richelieu, entraîne des révoltes populaires presque endémiques. Elle constitue un des plus grands soulèvements paysans de l'histoire de France, resté célèbre sous le nom de Croquant. Complots et prises d'armes de nobles mécontents marquent le paysage politique de cette époque baroque, dont Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, est le principal protagoniste. À chaque fois, c'est la place politique de l'aristocratie qui se joue à travers ce devoir de révolte, dont la Fronde est l'ultime et le plus célèbre sursaut. Tout au long du siècle aussi, les luttes religieuses cristallisent les oppositions. Contre les protestants, Louis XIII fait la guerre en respectant les libertés des Huguenots, mais Richelieu rogne progressivement les prérogatives octroyées par l'édit de Nantes. La question du jansénisme fait également son apparition. Ce sont enfin des années très fécondes sur le plan culturel, du mécénat et du collectionnisme. Les grands, cardinaux ministres compris, prennent le relais d'un pouvoir royal qui est peu versé dans les arts et la culture. Rubens, d'abord, au Luxembourg. Philippe de Champaigne, ensuite, servent les régentes et Richelieu. Mazarin introduit l'opéra en France. L'Académie française voit le jour, puis suivi de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les cardinaux ministres fondent des villes, érigent des monuments, ouvrent des bibliothèques publiques. Ils patronnent et collectionnent bien davantage que le souverain. L'absolutisme culturel est encore à venir.